Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Hello Maxime, je suis très content de te recevoir dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys. Salut Gauthier, moi aussi. Comme on le disait avant de démarrer, tu as déjà écouté les épisodes, donc tu sais comment ça marche, donc tu sais exactement ce que je vais te demander tout de suite. Maxime, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Ouais. Moi donc c'est Maxime Siméon. Je suis product designer et voilà, j'adore les applications et le web. Chouette. Bon, on va creuser tout ça parce que tu le sais, j'ai une deuxième question qui est tout le temps la même et qui est comment en es-tu venu à faire du design ? Et c'est une question que j'ai encore plus envie de te poser à toi parce que j'ai découvert en cherchant ton profil que contrairement à beaucoup de mes invités, tu n'as pas commencé par le design, tu as commencé par un BTS en bioanalyse. Ouais, exactement. Alors, rien à voir. Moi, c'était un domaine que je connaissais pas et je suis tombé là-dedans en commençant par faire du PowerPoint pour des étudiants ingénieurs qui devaient faire leur présentation et leur soutenance. Donc, c'est pendant mon stage de BTS que j'ai découvert le domaine du graphisme. Et après, j'ai toujours été passionné par le web. J'ai commencé à apprendre par moi-même à faire du CSS. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert le métier justement de designer d'interface, orienté sur le web, et puis après un peu plus orienté donc web design, et après orienté un peu plus applicatif et donc product. Ok, donc ça veut dire que toi, une fois que tu as fait tes études jusqu'au bout et une fois que tu as commencé à faire du PowerPoint, tu t'es rendu compte que tu aimais bien ça et tu as décidé de complètement changer de voie, c'est ça ? Ouais, exactement. J'ai essayé de me reconvertir. Ça n'a pas été facile et j'ai réussi à trouver quelques formations pour adultes et qui m'ont permis d'avoir du temps pour m'auto-former principalement parce que les formations n'étaient pas de grande qualité, mais j'ai eu la chance de faire des super stages, dont un chez Alza Création. Ok, donc si je remets un peu dans le contexte, quand tu finis ton BTS, c'est en 2008, donc il n'y a pas encore toute cette hype autour du product design, du produit, de tout ça. Et ouais, effectivement, tu as fait des titres professionnalisants Ouais, pour justement devenir infographiste, principalement au départ sur de la mise en page, c'est ça, et du multimédia ensuite. ouais, Donc toi, t'es un peu un touche-à-tout, j'ai l'impression. J'ai regardé dans ce que tu disais dans tes stages et dans ton parcours. Tu as fait du web design, tu as fait du branding, tu as fait du design d'icônes, tu as fait du product design. Euh, Comment t'expliques cette palette de... comment dire ? Le fait que tu sois un couteau suisse du design, en fait. euh, c'est peut-être parce que justement j'ai pas fait de cursus on va dire scolaire un peu traditionnel autour du design. Et donc le fait que j'ai découvert par moi-même et que j'ai dû faire à peu près tout, euh, j'ai touché à toutes les cases, quoi. Et, Après, j'ai allé aussi à tâtonnement. Forcément, au début, tu sais, tu découvres, donc tu essaies de faire un peu tout. bien sûr, mais j'ai l'impression que ton parcours, il est, on en reparlera par la suite, mais j'ai l'impression que t'as jamais arrêté de toucher à tout et que t'es pas spécialement un product designer, t'es un designer tout court, on va dire, Ouais. parce que t'as justement toute cette palette de compétences. Et j'aimerais comprendre justement, parce que tu vois, aujourd'hui, on est vraiment dans de l'hyper spécialisation. Dans cette émission, j'ai reçu des UX writers, des UX researchers, des product designers qui étaient vraiment orientés UI. Mm. Euh, Comment t'expliques le fait que tu sois complètement à contre-courant et que là où tout le monde se surspécialise à l'heure actuelle, toi, tu restes quand même hyper généraliste ? Ah bah au risque de te décevoir, en fait, je vais justement vers la spécialisation. Mais c'est vrai qu'actuellement, au cours de mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans des petites équipes, des petites structures, donc avec de faibles ressources, et forcément, mes multi-compétences, on va dire, m'ont permis d'apporter toutes mes casquettes et donc de faire un peu de market, de faire un peu de branding. Donc ça a maintenu aussi du coup un peu ces compétences, mais plus ça va, plus tu vois par exemple ma casquette front, elle a beaucoup beaucoup diminué.
Ben, j'aimerais bien qu'on parle justement, tu parles de travailler dans des petites équipes, donc j'aimerais bien qu'on parle de ta dernière expérience en date qui est chez Yield, Ouais, où tu as été, comme tu le dis, premier et seul designer. ouais. Avant qu'on parle de ton parcours chez eux et de tout ce que tu y as fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Yield? Ouais, bah Yield en fait c'est une application mobile pour aider en fait les gens à épargner. Ça s'adresse surtout aux personnes qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté, donc c'est de passer de 0 à 1 000 € sans effort et en s'amusant. Et tu peux nous en dire plus un peu comment ça fonctionne, quelle est la proposition de valeur de l'app? Tu le dis en s'amusant. Moi, en regardant, j'ai vu que c'était une app hyper gamifiée. Comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, quand tu vas payer dans un magasin, ça va arrondir automatiquement et ça va mettre cet argent de côté dans Yield. C'est comme ça que ça marche? Oui, en partie. En fait, t'as la possibilité, t'as plusieurs règles d'épargne. Donc t'as l'arrondi, mais t'as aussi donc bon forcément t'as du transfert récurrent, du virement récurrent, mais tu vas avoir aussi d'autres règles d'épargne que tu peux cumuler ou pas. Donc il y a l'arrondi, il y a le 1, 2, 3, 52, c'est le défi en fait des 52 semaines de l'année, où la première semaine tu mets 1 euro, la deuxième semaine 2 euros, etc. Donc ça fait une épargne progressive. Puis on a aussi créé un truc qui s'appelle pile ou face, qui est une sorte de pari en fait où fréquemment on va venir te poser des questions d'actualité sur les séries et en fonction de ta réponse, bah, tu épargnes ou pas. Ah, c'est marrant, c'est hyper gamifié comme méthode. C'est beaucoup moins pompeux que bah, tous les mois tu dois mettre de l'argent de côté. C'est intéressant. Et Ouais, c'est ça. j'ai bien envie d'en discuter, mais avant j'aimerais bien comprendre. Yield, ça a été fondé en 2017, si je me trompe pas, et toi tu es arrivé en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée, pourquoi tu as été recruté, quel était ton rôle? Ouais. En fait, Yield, c'est une reprise d'une ancienne startup qui s'appelle Pigou qui faisait de l'arrondi. Et du coup, lors du rachat, il y a une restructuration. Et moi, je suis intervenu justement pour faire la transition entre l'ex-Pigou et donc le nouveau Yield. Euh, il y a eu un premier développement qui avait été fait par un prestataire externe, et on a repris en fait les choses en main. Donc, je suis arrivé parmi les premiers en fait de l'équipe pour tout internaliser et donc créer des nouvelles features, des nouvelles règles d'épargne, etc. C'est intéressant quand tu arrives et que tu as un prestat qui a déjà travaillé sur une application et que toi, en tant que designer, j'imagine, moi, du recul que j'en ai quand j'ai travaillé avec des prestataires, généralement, le design n'est pas suivi à 100%. Il y a des trucs qui vont pas. Toi, tu es designer, tu arrives, le but, c'est de gamifier, remettre tout à plat. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu redétruis tout et tu recrées tout en interne ou est-ce que tu y vas petit à petit? Ouais, bah alors là, on a tout redétruit parce que de toute façon, d'un côté tech, ils refaisaient tout. Donc ils ont changé de stack. Donc moi là, c'était le moment pour tout refondre. Mais ça a été aussi quand même par palier, c'est-à-dire que même si j'ai refondu, on va dire, la direction artistique, il y avait des principes UX qu'on a continué à conserver jusqu'à en fait au fur et à mesure les modifier, les améliorer. D'accord, donc c'est quand même une modification étape par étape qui a été réalisée. Oui, tout de même. D'un point de vue UX, oui. D'un point de vue UI, ça a complètement changé. C'était une refonte. Mais ouais, après, c'est venu, c'est incrémental. Ok, et je sais que dans beaucoup d'entreprises, quand tu arrives comme ça, tu as tout un travail d'éducation sur le design à faire pour expliquer pourquoi la UX c'est important, pourquoi avoir une belle application, un beau site c'est important. Est-ce que toi, tu as eu ce travail de démocratisation à faire en interne en expliquant que bah, justement c'est important d'avoir une belle application, que pour un sujet un peu euh, barbant, on va dire, comme les économies, ben, d'un côté, tu as tout ce qui est application de banque qui est ultra pénible. Est-ce que toi, tu arrives et tu dois bien passer du temps à justifier euh, pourquoi c'est important, ou tu es arrivé dans une ambiance dans une entreprise qui était déjà au fait de tout ça et où en fait tu as juste eu à designer comme tu l'entendais? Ouais, alors moi, effectivement, j'ai eu la chance que les fondateurs, les cofondateurs, ont une appétence en fait pour le design, et donc c'était un prérequis en fait pour eux
Donc tout ce que j'avais tout ce que j'avais à faire, c'était simplement de partager mes connaissances avec eux. Mais ils avaient déjà conscience de l'importance du design, et d'ailleurs ça a été le cas pour tout le reste de l'équipe. Donc même si j'étais le seul et unique designer, j'ai pas eu besoin de convaincre en fait les gens. Super. Je pense on y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais un véritable couteau suisse et je pense que chez Yield, c'est là où j'ai eu vraiment cette impression parce que tu as géré le branding, la création d'éléments marketing comme la carte bleue ou des publicités, des kits de presse, etc. Tu as fait de la recherche utilisateur, tu as fait de la création de features, tu as fait le développement du site web. Ça fait beaucoup. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit comment tu avais le temps de gérer tous ces rôles à la fois. Ouais. Étape par étape. Ça a été bon. De toute façon, le branding, on va dire la conception de la charte graphique et du logo. Bon, ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a juste à entretenir, la faire évoluer éventuellement. Mais après, c'est surtout par cycle. Donc, on avait des priorités et là-dessus, de toute façon, on a eu aussi la chance qu'on avait une organisation qui s'approchait de la méthode Shape-Up. On en reparlera sûrement un peu plus tard. Ouais. Et où du coup, toute l'équipe partageait ses idées sous forme de pitch. Donc c'est des briefs, mais pas forcément aussi détaillés. Et du coup, ce qui fait que on pouvait travailler, réfléchir à plusieurs sujets de manière asynchrone, tous ensemble, sans que ça soit forcément que moi qui soit initiateur de tous les travaux auxquels j'ai pu effectuer. Donc c'est surtout ça marchait tout ça parce que c'était un travail d'équipe. Donc il y a des choses que j'ai pu gérer. Enfin, j'ai géré mon temps avec le reste de l'équipe. C'était partagé. Très bien. Alors, tu as parlé déjà du rebranding, ou en tout cas de la refonte du logo et de l'image de marque. Ouais. Il y a un nouvel épisode qui va bientôt sortir que j'ai fait avec Loïc de Malte, où on reparle justement de tout ce branding, de comment ils ont changé leur image de marque. Et j'aimerais bien en parler aussi avec toi parce que tu as écrit un super article Medium que je mettrai dans la description de cet épisode, où tu nous expliques en fait toute la remise à plat que tu as fait du logo et de l'image de marque de Yield. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce projet. Il me semble que c'est le premier que tu as fait en arrivant. Ouais, c'est ça. C'était une de mes premières missions. Pourquoi ce projet-là était le premier et était aussi important d'être fait justement en premier? En fait, c'est comme je disais, ils avaient conscience de l'importance du design et de l'image de marque. C'est pour ça que dans l'application, le branding est aussi important en termes de UI. Et donc, le premier truc, c'était de refondre effectivement le logo. Alors, ça venait aussi de quelque chose que j'ai proposé parce que ça me semblait vraiment important. Ils étaient aussi complètement en adéquation avec ça. Comment tu fais pour mettre en avant et quels sont tes arguments pour retravailler une image de marque quand tu arrives dans une entreprise? Là, comme on va dire que l'entreprise était aussi en train de se créer, donc elle se posait aussi plein de questions sur son identité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut proposer et comment on veut le proposer, et donc quelle image on veut donner. Et donc on s'est vite rendu compte en fait ensemble que le logo actuel, l'ancien logo du coup, n'était pas du tout en adéquation avec les valeurs. D'accord. Et comment tu détermines justement toutes ces valeurs et qu'est-ce qui t'amène à retravailler le logo? Est-ce que tu peux nous dire après comment t'as travaillé pour le refaire? Ouais. Alors déjà, il y a les caractéristiques physiques du logo qui étaient présents. Il y avait on a comparé vers ce à quoi on voulait tendre. Il y avait aussi une certaine étude marketing où, par exemple, on voulait rendre l'image un peu plus, on va dire féminine, soft en tout cas. À l'époque, le logo, il était très sharp, très pointu, et du coup un peu trop masculin. Et du coup, on voulait adoucir ça. On voulait justement apporter une notion un peu cocon, et assez tendre en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur des formes un peu plus douces, des courbes et de l'arrondi. Ok.
Il y a une chose qui m'a assez marqué dans votre façon de refaire le logo. Dans l'article que tu as écrit, tu expliques justement quel type de logo vous voulez faire, quelles sont les formes que vous voulez faire, ce que tu disais là. Et à la fin, vous faites un vote auprès de vos utilisateurs pour savoir quel est le logo final que vous voulez choisir. Euh, ça tranche vachement avec ce que m'a dit Loïc, où lui parlait beaucoup de parti pris et de se dire qu'à un moment, il faut y aller, il faut arrêter de se poser des questions. Pourquoi vous avez décidé de faire appel à la communauté pour choisir votre logo? Parce que c'est quelque chose d'hyper engageant et qui vous représente énormément. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de justement ne pas prendre de parti pris et de faire confiance à votre communauté? Bah, il y a la volonté, je pense aussi du service, d'être proche en fait de ses utilisateurs. Et comme après, ça réglait aussi un questionnement interne qu'il y avait, parce que voilà, moi j'étais plutôt partisan d'une certaine piste, et c'était pas forcément le cas de tout le monde dans l'équipe. Et en fait, Romain, le CTO, qui avait une appétence justement pour les tests en fait utilisateurs, bah s'est dit bah pourquoi pas commencer maintenant. Donc en fait, on a testé en fait le logo auprès des gens. Hyper intéressant, c'est marrant. Et j'ai vraiment l'impression, dans tout ce que tu me décris, que tu es vraiment tombé dans la bonne entreprise où il y a suffisamment de culture design pour que tu puisses refaire un logo, de la bonne culture pour que tu puisses explorer et puis faire de la recherche utilisateur. Je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui nous amène justement à recherche utilisateur, nouvelles features. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez basé sur la méthode ShapeUp de Basecamp. On en a déjà parlé avec Jonathan Widowski de Maze, mais j'aimerais bien que tu nous en redises un peu plus et un peu comment ça fonctionne la méthode ShapeUp et comment vous l'appliquez en interne. Ouais. Alors après, on utilisait plus, enfin, on avait une approche à la ShapeUp, on n'appliquait pas tous les principes, parce que du coup, on est une petite équipe, donc très agile. Mais bah, les principes, on va dire qu'il y a plusieurs éléments. Il y a le fait, j'ai déjà parlé des pitchs, donc chacun est libre de proposer, on va dire, une idée et de la détailler un petit peu, d'expliquer le pourquoi de cette idée, vers quoi on veut tendre et un peu comment. Du coup, après, tout le reste de l'équipe peut venir challenger cette idée. Et dans le pire des cas, bah, on la garde dans un coin, ça pourra toujours servir au prochain OKR ou quoi. Et ensuite, quand on décide de lancer un projet lié à un pitch, on n'a plus qu'à le découper en scope. Donc, c'est d'y aller en fait de manière incrémentale et c'est de produire le plus rapidement possible quelque chose sans forcément justement prévoir tous les aspects de la feature ou du projet. Et donc, il y a la conception qui se faisait aussi bien, on va dire, design, mais c'est la conception globale de la feature qui se faisait avec toute l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre, quelle fonctionnalité on doit apporter. Donc, une fois que les scopes du coup sont un peu définis, au fur et à mesure, les scopes en fait, ils évoluent, c'est-à-dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont être créés pour augmenter, on va dire, la feature. Et puis, tiens d'ailleurs dans le scopage, plus pour la partie design, il y a aussi le breadboarding, où là c'est du wireframe, mais complètement séparé de la UI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface, c'est vraiment juste, on prend les blocs, les inputs, les outputs, et puis on voit comment justement on ordonne un petit peu tout ça, quelles sont les interactions avec les différentes vues, et ça permet de faire vraiment du wireframing, mais juste fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que si je reprends depuis le début, moi j'ai d'abord une question sur le pitch. Le pitch, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive avec une idée. Toi, en tant que product designer, tu fais de la recherche. Est-ce que les pitchs arrivent après la recherche utilisateur ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pitchs où vous dites l'idée peut être intéressante et seulement là vous allez faire de la recherche utilisateur pour vous rendre compte si c'est une idée qui est intéressante d'un point de vue utilisateur ou pas? Il y a un peu des deux. En fait, forcément, pendant un projet donné, on fait de la recherche utilisateur, donc ça peut soulever d'autres points qui peuvent amener à la construction de pitch. Et des fois, ça peut être aussi simplement lorsqu'on a une certaine idée, on fait un peu de recherche pour l'étoffer et puis pour détailler le pitch.
D'accord, donc les idées peuvent venir de recherche antérieure ou les idées peuvent amener à de la recherche pour s'assurer si c'est une bonne idée ou pas. C'est ça, ouais. Hyper intéressant. Tu parlais aussi de ce scopage, j'ai pas totalement compris, c'est-à-dire que une fois que vous aviez un pitch, vous faisiez une idée globale, c'est ça, du projet, Ouais. pour vous dire, pour le pitch numéro 1, tel pitch va amener à l'idée 1, et une fois que l'idée 1 sera mise en place, on passera à l'idée 2, qui est la suite de l'idée 1, c'est ça? Pas vraiment, c'est plus un découpage en fait fonctionnel, genre, je sais pas, on avait notre capsule, on voulait créer des capsules partagées. Bah, tu as plusieurs étapes pour partager, pour avoir des capsules partagées. Il y a d'abord il faut pouvoir la partager, donc l'envoi à tes amis, donc recherche de contacts, etc. Ensuite, tu as le fait de pouvoir visionner justement qui a participé, qui participe à une capsule, qui est dans la capsule, et puis du coup qui a donné tel montant d'argent. Donc ça c'est un autre scope. Donc en fait c'est vraiment c'est des points fonctionnels qui sont différents, qui sont au sein de la même fonctionnalité mais qu'on découpe. D'accord, pour les développer au fur et à mesure. C'est ça, voilà. Très intéressant. Et tout à l'heure, ce que tu disais, j'ai pas bien retenu le nom, whiteboarding, c'est ça? Breadboarding. Breadboarding, pardon. Si je comprends bien, c'est moi j'appellerais plus ça un workflow. Je me demande si c'est la même chose que tu as en tête, de se dire je suis sur tel écran, si j'appuie sur un bouton, ça m'emmène là, si j'appuie sur un bouton, ça m'emmène là. C'est ça? Ouais, c'est ça, sauf que du coup t'as pas de c'est que du texte. Il y a Et vraiment pas d'idée de vue, d'interface. est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que je trouve que cette idée, elle est intéressante et que moi, je parle pour moi cette fois-ci, mais en tant que designer, j'ai généralement la tendance de sauter très rapidement de la recherche aux écrans et de pas avoir ce que tu es en train de dire, cette partie justement de mise à plat. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment ça fonctionne? Ouais, bah ouais. Bah moi après c'est un peu pareil, hein, tu sais, je suis un peu comme toi vu que je suis très visuel. Moi j'ai tendance à attaquer le côté visuel. Mais Sauf que, c'est pour ça que j'ai envie de t'entendre parler de ce point-là. eh ben, en fait là où c'était vachement bien, c'est que justement c'est quand tu interagis directement avec un développeur, où on vient construire en fait ce breadboarding ensemble, vu que lui c'est un outil qui va utiliser, lui il a sa partie back-end par exemple qui maîtrise beaucoup mieux qu'est-ce qu'on a besoin comme input. Eh ben tu viens structurer en fait tes vues et tes actions uniquement à partir des inputs et des outputs. Donc il y a comment détailler ça. C'est vrai que sans le voir, c'est un peu difficile, mais on part quand même d'une vue. Disons, voilà, tu es sur telle page. Tu veux ajouter, si je reprends l'exemple encore des capsules partagées, voilà, on est sur notre vue de capsule, euh, et tu veux la partager. Bon, bah, voilà, t'es sur cette vue-là, tu sais qu'il y a telle ou telle info. Donc là, tu les listes en texte, purement en texte, et tu mets des petits points, tu mets des points connexes à chaque élément interactif. Donc tu mets un point avant et un point après. Et donc là, c'est là qu'on reprend un peu le côté user flow traditionnel. Mais sauf que tu mets vraiment pas, par exemple le bouton, tu mets juste bouton submit. Tu fais pas un design de bouton ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc quand tu sais que par exemple il faut que tu rajoutes un bouton pour pouvoir partager, bah tu indiques simplement voilà bouton share, et tu vas juste ordonnancer en fait tout le contenu, que ça soit du coup juste de l'information et interactif. Tu donnes un ordre précis et l'ordre va être l'ordre d'importance, un peu à l'approche du mobile first. Et donc là, une fois que justement tu es sur cette vue-là, que tu as listé tout ton contenu qu'il y a et que tu dois rajouter, après là tu vas pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire quel va être le reste du flow. Là, dans le partage de la capsule, qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton partager? Donc là, on définit que tu arrives sur une nouvelle vue. Donc là, tu recrées en fait une vue. Donc c'est comme du user flow, sauf que vraiment c'est que du texte, quoi. Et après, tu détailles du coup ta page. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? On a besoin d'avoir une liste de contacts, ceux qu'on a déjà, de pouvoir rechercher
dans tes contacts. Donc tu mets input, search input, tu mets la liste de tes contacts, et puis après tu vois justement tous les différentes informations et points d'interaction, et tu les relis entre les différentes vues et les différents états. Je trouve ça hyper intéressant pour pouvoir structurer un peu tout ce que tu veux mettre sur une page et ce que tu disais en fait, l'importance de chaque élément. Je trouve ça hyper intéressant. Et une fois que tu as fait tout ça, est-ce que tu attaques directement la création des écrans ou est-ce que tu passes par du wireframing? Quelles sont les étapes par la suite? Alors après, ça dépend. Ça dépend vraiment des différents projets et les différentes étapes où on en est en fait. Parce que ce qui est bien avec ce breadboarding, c'est que là, par exemple, le dev, il peut commencer déjà à bosser. Alors pour tout ce qui va être back-end, il a pas de souci, mais il peut même bosser du coup sur du front parce qu'en fait, il sait exactement quels éléments doit y avoir, à peu près dans quel ordre d'importance et quelles interactions doit y avoir entre les différentes vues. Donc forcément, si le développeur il a commencé déjà à bosser sur un peu du front, moi je peux venir juste faire de la UI finalisée, une maquette finalisée pour que voilà ils mettent les couleurs, les boutons comme il faut. Et des fois, je peux simplement moi venir en fait étoffer ce breadboarding par un wireframing traditionnel, voire une maquette finale, quoi. Vous aviez un design system? On a commencé à en mettre en place des fondations de design system, donc de synchroniser en fait la librairie que moi je pouvais avoir sous Figma et dans la codebase. C'est hyper intéressant par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, tu es limite juste avec du texte et comme les composants peuvent déjà exister, les développeurs ont juste besoin d'aller chercher ces éléments pour faire en fait la page. Ouais, alors on n'est pas encore arrivé aussi loin parce que dans le breadboarding, t'essayes pas justement de détailler quel type de composants il peut y avoir. Le but, c'est de vraiment rester sur du fonctionnel. Et après c'est un second rôle de venir détailler justement quels sont les composants qu'on va utiliser, ceux qui existent déjà, voire peut-être d'en créer des nouveaux parce qu'ils n'existent pas forcément. Mais l'idée c'était c'est que le développeur puisse être le plus autonome aussi possible. Mais je trouve ça assez fort parce que en préparant cet épisode, du coup, j'ai testé l'application et je trouve que Yield, c'est un produit hyper simple d'utilisation, hyper clair. J'ai vraiment du mal à concevoir cette idée de le développeur peut réussir un design sans même que tu aies besoin de faire une maquette, juste en lui décrivant ce qu'il va y avoir, parce que chaque développeur peut avoir un peu sa façon d'interpréter comment tu veux faire chaque chose, et comment vous faisiez justement pour laisser cette autonomie tout en s'assurant qu'il y ait une continuité visuelle et expérientielle à travers toutes les étapes de l'application. Ouais, rares étaient les cas où ils n'avaient pas de maquette quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait commencer à travailler de manière synchrone, c'est-à-dire qu'il pouvait bosser sur le front sans avoir forcément la maquette finale, vu qu'il avait déjà tous les éléments euh, purement fonctionnels. Encore une fois, après, il pouvait réutiliser des composants qui existaient déjà. Parfois même, il en créait de nouveaux. Et puis, moi, c'est moi qui venais en mode review. Sinon, c'était quand même la plupart du temps. J'avais une maquette finale, mais ouais, il y a déjà eu des projets où en fait c'était des petits projets, mais voilà, fallait agrémenter, fallait changer une petite feature. Et le dev il me dit, on avait prévu le pitch, les scopes, et en fait je lui dis t'as plus qu'à rajouter ça. J'avais pas besoin de lui fournir de maquette et puis il avait pu terminer le projet nickel. Après j'arrive toujours en mode review, même si la QA c'était quelque chose qui était pas systématique chez nous. Je regardais toujours un petit peu ce qui était fait, forcément. Si je comprends bien, du coup, cette méthode, elle permet de donner aux développeurs le squelette et toi, tu leur donnes l'habillage après si besoin. C'est un peu ça, ouais. On faisait des cycles très courts parce que chez Lead, c'est une petite équipe, moins de 10 personnes. Donc, on était obligé, on pouvait pas perdre de temps, en fait. Et ils commençaient à bosser en même temps que moi. Donc, le fait de faire le breadboard en amont leur permet de bosser effectivement en même temps que moi. Et ce que je faisais, c'est que je faisais un document sous Notion
qui en fait évoluait, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la conception, les développeurs me faisaient leur review et puis du coup j'ajustais aussi les maquettes en fonction, quoi. Alors, petite chose que je n'ai pas précisé, mais il n'y avait pas de PM dans votre équipe, donc c'est pour ça que toi aussi tu Ouais, t'occupais de tout ce qui était documentation à côté. ouais, c'est ça. Une fois que vous avez que vous avez mis en place une nouvelle feature, qu'elle évolue, comment vous faites de la recherche, enfin justement, comment vous faites de la recherche utilisateur pour savoir quelles sont les étapes d'après et pour faire évoluer ce produit? Parce que, encore une fois, dans votre produit, j'ai l'impression que chaque fonctionnalité a sa raison d'exister, est là parce qu'elle a des bonnes raisons, et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse recherche utilisateur qui a été faite en amont pour éviter de travestir l'application et de faire en sorte qu'il y ait des fonctionnalités qui soient là juste parce que. Parce que. Ouais, bah c'est vrai que moi quand on m'a embauché, quand on a conçu en fait l'équipe, le premier truc qu'on m'a dit, ton boulot et ta mission principale, ça va être de t'organiser et de gérer les priorités. Il fallait qu'on devienne des tueurs en priorité. Et alors la recherche du coup, il y a forcément une partie où déjà chaque membre de l'équipe a forcément une vision et donc une intuition. Mais après, on venait étoffer en fait cette intuition par de la recherche. La conception, enfin tout ce qui va être l'ordre des fonctionnalités, et tous les projets qu'on développait en interne étaient liés aussi à des OKR donc qui nous sont donnés. Voilà, on voulait augmenter le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs payants, le nombre de projets finalisés. Et du coup, on venait réaliser des pitchs qui étaient en rapport avec cet OKR. Et à partir de là, on venait faire justement des tests utilisateurs, que ce soit en amont ou post-projet, pour donc en amont bien identifier les besoins, confirmer des hypothèses qu'on avait en interne, voire trouver des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et puis post pour vérifier qu'on a bien atteint les objectifs. Est-ce que la recherche utilisateur vous a vraiment permis de prioriser les évolutions les unes par rapport aux autres? Très bonne question. J'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'était un outil pour vérifier qu'on allait obtenir les résultats escomptés par les projets. On a quand même forcément, à chaque fois que tu fais un test utilisateur, ou même tous les retours qu'on avait des utilisateurs par le biais du support client, donner des informations sur les futurs chantiers. Donc dans un sens oui, mais du coup c'était pas quelque chose non plus de structuré et auquel on allait chercher. C'était quelque chose qui venait à nous, et donc les évolutions paraissaient un peu naturelles. Ok, tu penses que là je te pose la question à titre perso, mais tu penses que tu dois vraiment aller chercher les besoins des utilisateurs, ou ces besoins peuvent venir à toi et tu peux les récupérer de multiples façons? J'imagine que vous avez aussi un service client. Est-ce que vous récupériez ces besoins-là? Est-ce que toi, tu veux passer aussi au service client un peu pour comprendre comment les utilisateurs utilisaient l'application? Comment tu faisais tout ça? Alors au début, j'ai fait du support. Au début, tout le monde dans l'équipe faisait un peu de support, ne serait-ce que voilà, pour être un peu plus en contact avec les clients. Et puis au fur et à mesure, on a essayé on a concentré en fait nos ressources sur la team en fait produit, et du coup j'ai plus trop touché au support. Forcément, il y a des choses qui apparaissent comme ça, mais il y a des choses auxquelles on allait chercher quand même. Tu faisais comment pour aller les chercher? Du test qualitatif. Rien que ne serait-ce que prendre un petit groupe d'individus, 5, pour tester le produit existant et voir quels étaient les problèmes, vérifier des hypothèses. Ça permettait d'obtenir le feedback nécessaire. Et justement, toi, tu contactais des gens qui n'avaient jamais utilisé l'application pour un peu voir ce qu'ils en pensaient, ou tu contactais des utilisateurs qui l'utilisaient? J'imagine que, vu comme Yield est assez gamifié, pour moi, la cible est assez jeune dans les utilisateurs, peut-être que je me trompe. Et donc,
plutôt simple à aborder pour pouvoir faire tester et pouvoir faire évoluer le produit. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est comme ça que tu t'y prenais? Alors déjà sur la typologie en fait des utilisateurs, il y a un peu de tout. Effectivement, il y a des gens assez jeunes et très à l'aise, mais il y a des personnes aussi un peu moins à l'aise en fait avec l'informatique. Donc d'où l'importance de créer en fait quelque chose de simple et puis de super clair en termes d'interface. Et, après, on allait mince, j'ai un peu perdu le fil de ta question. La question, c'était de savoir un peu comment tu faisais pour t'y prendre, pour avoir des inputs utilisateurs qui étaient, est-ce que tu vas recruter des gens qui ne connaissent pas l'app? Est-ce que tu vas recruter parmi tes Ah tes oui, oui. utilisateurs? Et justement, comme il y a plusieurs profils, comment tu fais pour te dire c'est tel profil qui doit tester telle fonctionnalité? Est-ce que je les utilise tous? Oui. Alors en fait, il y a, on allait chercher, c'est selon les projets, on allait chercher différents types de personnes, des personnes qui connaissaient pas du tout l'application, des proches, des power users. On avait des fois on mixait un petit peu tout aussi, mais par exemple quand on travaillait sur l'onboarding, forcément on allait principalement chercher des personnes qui n'avaient pas encore YID. Après, le retour de ceux qui sont déjà inscrits, donc ils ont connu les anciens processus d'inscription et qui comparent les nouveaux, c'est toujours aussi intéressant comme retour parce que ça permet de savoir aussi, ah ouais, c'est vrai que là, je me rappelle, j'avais galéré. Donc voilà, on sait qu'on allait sur la bonne voie ou peut-être qu'on a encore oublié certains trucs, donc ça peut toujours être intéressant. Vu que tu parles de ça, je trouve que, et en regardant ton dribble, qui est pour moi un des meilleurs dribbles que j'ai vu parce que on y voit des choses concrètes et qui ont été mises en place fonctionnellement, donc pas du joli pour du joli, mais vraiment des choses qui ont été réfléchies pour des utilisateurs. Je trouve que sur 2 ans, le produit a énormément évolué et que vous avez fait, plus que de sortir des nouvelles features, fait évoluer les features existantes pour les rendre de plus en plus utiles et fonctionnelles. Ce qui, moi, m'a fortement perturbé, puisque dans le milieu des startups en hyper croissance, généralement, on est dans une course à la fonctionnalité et pas dans une course à l'amélioration de l'existant. Comment vous faites, comment vous avez réussi à ne vous concentrer que sur de l'amélioration? Alors, je sais qu'il y a des nouvelles features, mais comment vous avez fait pour passer autant de temps à améliorer des choses qui existaient déjà pour les rendre encore meilleures? Je pense que c'est parce que c'était le cœur du projet aussi. C'est-à-dire que très vite, on a conçu les fonctionnalités qui étaient au cœur du produit qu'on voulait donner. Et la méthode que je te parlais en scope et puis nos cycles courts ont aussi fait que à chaque projet, on n'arrivait pas à délivrer tout ce qu'on voulait délivrer. Donc il y avait toujours en fait des petits trucs qu'on aurait voulu mettre en place, qu'on avait voilà, que c'était pas le bon moment, c'était pas l'objectif du projet actuel. Et du coup, quand on a l'occasion de pouvoir y revenir, ça nous permet de travailler ces points-là, de les ajouter, de les améliorer. Après, c'est lié aussi au retour aussi utilisateur, où voilà, on savait qu'il y avait certaines fonctionnalités qu'il fallait continuer d'améliorer, ne serait-ce que pour qu'elles soient un peu plus utilisées et plus pratiques, quoi. Comment tu faisais pour valoriser ces retours utilisateurs? Là, je te parle encore personnellement. J'ai déjà vécu dans des entreprises où tu arrives à un moment et tu fais des tests utilisateurs sur une nouvelle fonctionnalité et là, tu récupères aussi plein de feedback sur des fonctionnalités existantes qui posent problème et où tu te dis, mince, mon produit actuel, il n'est pas tout à fait stable. Il manque des choses et ça pourrait convertir ou faire en sorte que mes utilisateurs actuels, ça devienne des power users, etc. Et on est en train de se concentrer sur quelque chose à côté. J'ai pas l'impression que vous soyez tombé dans cet écueil-là. Comment vous avez fait pour l'éviter? Et comment toi, en tant que product designer, tu réussis à mettre en avant justement les retours utilisateurs? Parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises, c'est encore dur. Tu as toute la traction business qui est derrière et l'utilisateur passe après. Comment toi, vous, dans votre équipe, vous faisiez pour vous dire, en fait, c'est l'utilisateur qui doit passer devant? Déjà parce qu'on était des utilisateurs, enfin on est des utilisateurs de Yield. Donc en tant que premier servi, forcément on avait nos propres aussi retours, donc on sait très bien ce que peuvent ressentir les autres, nos clients. Donc à chaque fois qu'on avait, que
que ce soit une intuition personnelle ou qui était confirmée par d'autres retours utilisateurs. On rédige un pitch, que ce soit un brouillon ou qui soit pas ou publié. Comme ça, en fait, toutes les idées sont notées et c'est souvent étayé par justement des retours utilisateurs. Et du coup, ça permet de tout garder en mémoire. Et lorsqu'on doit justement entamer un nouveau projet ou qu'on entame un nouveau cycle, bah, on peut du coup reprendre en fait toute notre liste de pitch qui n'a pas donné lieu à un projet, et puis du coup passer à la suite, quoi. Très clair, merci. Je l'ai dit au début, tu te revendiques comme le premier et seul designer de Yield. Pourquoi, vu la quantité de travail que tu avais, pourquoi tu es toujours resté seul et pourquoi l'équipe design n'a jamais été étayée? On a voulu. Bon, il y a toujours eu une envie de rester justement une petite équipe avec beaucoup d'ownership, donc sans PM et une organisation justement à la shape-up. Mais je pense qu'on peut maintenant augmenter en fait l'équipe design et du coup là je pense que juste ce qui manque c'est les ressources tout simplement internes. Ok. J'ai une dernière question sur un peu tout ce qu'on vient de se dire. Elle est assez vague et je te laisse y répondre comme tu veux. Comment on fait pour créer un produit simple comme Yield? Ouais, sacré bombe là. Bah ouais, je pense déjà en mettant son ego aussi de côté en tant que graphiste, enfin designer. C'est-à-dire pas. Bon, moi j'ai le côté aussi minimaliste. C'est quelque chose que je trouve ultra efficace. Mais c'est d'évacuer tout le superflu, de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui doit être fait. Voilà le cœur même d'un produit, à quel besoin en fait il répond, quels sont les problèmes qu'on veut régler et d'y aller simplement par étapes. Voilà, c'est pas parce que on veut créer le meilleur moyen de transport et le plus rapide qu'on se met à construire une fusée, quoi. On commence par faire peut-être un skate. C'est le lean startup, quoi. Ouais, c'est très intéressant. J'ai l'impression que cette mentalité, elle est vachement liée à ShapeUp. Comme je te le disais, quand on en avait parlé avec Jonathan aussi de ShapeUp, j'avais vraiment cette impression que la mentalité qui est derrière, c'est de sortir quelque chose à la fin qui est abouti et qui est utile pour l'utilisateur et de toujours mettre ça en avant via les pitchs, toujours mettre en avant l'utilisateur et faire en sorte que ça soit quelque chose d'utile et de fonctionnel. Ouais, exactement. C'est ça le principe. C'est au-delà d'être efficace dans le travail et donc pas perdre de temps dans de la rédaction de specs et de tout simplement se creuser la tête avant même d'avoir conçu quoi que ce soit, c'est d'aller au plus simple, de concevoir en fait la fonctionnalité le plus rapidement possible, quitte après à venir l'améliorer plus tard. Très intéressant. Maxime, il y a un dernier point sur lequel j'ai très peu parlé et pour lequel tu as fait du travail avant Yield et chez Yield, ce sont les icônes. Tu te reconnais comme un icon lover. Ouais. Et j'aimerais bien savoir pourquoi tu as cet amour des icônes. Bah, je sais pas. Je crois que ça vient du côté un peu minimaliste et du branding aussi. C'est le fait de pouvoir transmettre une information presque universelle avec des formes plus ou moins simples avec très peu de pixels. Donc c'est peut-être lié à la contrainte. Peut-être que un peu bizarre, mais j'aime les contraintes. Je pense que c'est de là que sort la créativité. T'es pas le premier à me le dire et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ouais, puis après c'est peut-être aussi lié au mentor que je peux avoir. Il y a des gens que je suis leur travail et je trouve que par exemple dans une interface qui est très épurée, en fait le moindre élément graphique que tu vas poser va donner toute l'identité. Et donc quand tu es sur une interface très simple, le choix de ta typo est ultra important.
ton design d'icône aussi. Donc, ouais, c'est ce qui m'intéresse. J'ai une petite question pour toi parce que t'es la première personne que je reçois qui adore construire des icônes et que j'ai remarqué que beaucoup d'entreprises utilisent généralement des sets d'icônes préfaites, celles qu'on voit absolument partout, Fontosum, etc. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient un peu donner de la personnalité à leurs icônes, à leurs interfaces, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer dans la création d'icônes personnalisées? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais, alors j'ai pas la prétention d'être un designer d'icônes, hein. C'est pour ça que je me nomme icône lover. Mais de ce que j'ai pu voir déjà, c'est de se créer des règles en termes de format. Bon, après ça c'est lié au design d'icônes simple, hein, mais quand tu veux faire une famille d'icônes, un set d'icônes, faut que ça soit homogène. Donc il y a des règles optiques en fait à respecter entre dimensions justement des éléments circulaires, rectangulaires ou carrés. Donc se fixer des repères et pour la personnalité du coup de la famille d'icônes, c'est de rester cohérent. Donc forcément ne pas mélanger du euh, du style line avec de l'aplat. Quand d'être consistant sur les bords arrondis, sur éventuellement la forme aussi des lignes. Soit tu fais des lignes, soit tu fais des courbes. Voilà, de rester toujours un peu cohérent avec toutes les petites subtilités que tu vas pouvoir amener, c'est-à-dire si tu fais des creux dans les lignes. Ouais, faut être conscient de chaque détail et il faut essayer de les mettre dans chaque icône que tu vas faire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lesquels les entreprises ne se concentrent pas assez aujourd'hui, les icônes, pensant que c'est un élément un peu à part qui n'apporte pas grand-chose à leurs produits? C'est possible. Moi, c'est vrai que chez Yield, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès le début, mais c'est pas quelque chose qu'on m'a demandé. Je pense que j'aurais utilisé une librairie d'icônes, ça aurait été pareil. Après, forcément, il y a des fois il y a des besoins spécifiques où on vient créer des icônes sur mesure. Donc, honnêtement, je sais pas trop. Très bien. Bah, je suis assez, je suis un peu comme toi en fait. Moi, quand j'arrive dans des entreprises, je crée des sets d'icônes sans qu'on me le demande, parce que je pense que ça apporte justement une vision un peu particulière de l'entreprise et tu peux faire transmettre les valeurs. Et surtout, ce que tu disais, c'est que c'est impossible en fonction du produit que tu as de tomber sur un set d'icônes qui va tout te proposer. Ouais. Moi aujourd'hui je bosse dans la cardiologie par exemple et c'est impossible de trouver des trucs ultra spécifiques à la cardiologie et donc tu es obligé de les faire. Et voilà, je te raconte un peu ma vie. Non, c'est génial et c'est là que c'est bien, c'est-à-dire que parce que si tu pars d'un set d'icônes déjà existant et que tu dois justement rajouter de nouvelles icônes, là déjà tu vas être un peu plus contraint par le style précédent et tu vas pas forcément pouvoir faire évoluer en fait tes icônes comme tu le veux. Donc créer tout de A à Z des fois ça permet aussi d'aller plus loin, quoi. Tout à fait. Maxime, il me semble que tu as quitté Yield, non? Oui, c'est pour ça que des fois j'oscillais entre le présent et le futur dans mon discours. Ouais. Mais effectivement, oui, j'ai quitté Yield. Je vogue vers de nouvelles aventures et je souhaite en fait justement en parler en termes de ressources et d'équipe design. Pour l'instant, j'ai toujours été le seul designer dans n'importe quelle de mes expériences et en fait, j'ai envie d'être dans une équipe de designers. Tu peux nous dire où tu vas ou pas encore? Ah non, pas encore. Il y a rien de fait. Ok, ça marche. Maxime, on arrive à la fin de cette discussion. Comme tu le sais, à chaque fois, je demande si tu as des ressources à nous recommander. Est-ce que tu en as? Alors j'en ai quelques-unes. Alors ça mélange ressources et puis principes. C'est des petits conseils, quoi. Moi, je me suis rendu compte de l'importance justement des mentors, d'avoir un mentor, plusieurs mentors, de concentrer justement notre veille sur ce qu'ils font, parce qu'on peut très vite être noyé par l'inspiration, enfin par les sources d'inspiration. Quand tu regardes Dribble, voilà, tu t'en vois plein les yeux, mais du coup, t'as plus tendance à te noyer là-dedans. Et de pas hésiter du coup à les contacter et de leur parler.
Moi, je sais que ça date, hein, mais à l'époque, je suivais beaucoup ce que faisait Sébastien Gabriel, designer chez Chrome. Et à un moment donné, je lui ai envoyé le lien vers mon portfolio pour savoir ce que ça donnait, tout ça. Puis, en fait, il était très accessible et il m'a apporté du feedback, donc c'était génial. C'est cool. Après, en termes... Qui est-ce que tu suis aujourd'hui comme mentor pour avoir tes inspirations? Il y a, en termes d'iconographie, j'aime beaucoup ce que fait James. Je sais même pas c'est quoi son nom de famille. Il présente juste sous forme James sur Twitter et sur Dribbble. Il y en a plein. Après, il y a des agences aussi. Il y a des superbes agences. UNO, Fantasy. UNO qui n'existe plus du coup. Ouais, maintenant avec qui est chez Twitter. Ouais. C'était à l'époque. Ouais. Donc il y en a tellement que je pourrais pas tout citer, mais ça marche. Après, en termes de ressources, le bouquin de ShapeUp, c'est ultra intéressant. Ça permet d'avoir une autre dimension sur le design produit. Et je pense que c'est un peu l'avenir. Donc, franchement, si on arrive à transformer en fait une entreprise entière et à lui faire utiliser ce genre de process, c'est vraiment cool. Donc, foncez, ne serait-ce que pour la curiosité, et lire ça. Et le livre est gratuit. Pour information, je le mettrai dans la description, mais le livre est entièrement gratuit en PDF. En PDF, ouais. Et tu peux, maintenant, ça y est, il y a enfin une version papier. Oui, il y a une version papier pour ceux qui veulent le lire sur papier. Ouais. Et en ressources, les communautés Slack, les designers. On a des communautés Slack français. Allez-y. Tu penses auxquels? Il y a French Product Designer, ou sinon il y a French Designer Club. Voilà, c'est il y a un peu de tout. Il y a des annonces de posts qui sont posés. Il y a des questions, des feedbacks, des liens qui sont partagés. Enfin, à mon avis, c'est un concentré justement de ressources. Donc voilà. Et puis pour le fun, le Twitter de Pablo Stanley. Bien sûr. Bien drôle. J'ai adoré son design astrologiste. Ouais. C'était cool. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Pablo Stanley a mis sur Twitter, a fait des petites vidéos marrantes sur tous les signes astrologiques de designers. Donc, quelle serait, du coup, en fonction de ce signe, ta couleur, ta typographie, ta façon de designer, etc. C'est très drôle. Je mettrai les liens dans la description, encore une fois. Ouais. Maxime, s'il y a des personnes qui veulent discuter avec toi, qui veulent te contacter, on les envoie où? Sur Twitter. Sur Twitter, ça marche. Ouais. Ça sera fait, tout sera dans la description. Écoute Maxime, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était très intéressant. Merci à toi. Et puis bon courage pour la suite et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.